Merci Karine, ça pourrait presque me faire rougir tout ça, c'est probablement trop. Euh, je suis surtout très content d'être ici parce que j'y retrouve des têtes que je croise depuis très longtemps maintenant. Voilà, là-bas, d'autres avec qui j'ai travaillé il y a maintenant longtemps. Ça reste une grande famille, hein, c'est autour de ces questions de sécurité numérique, et une famille qui est sympathique, donc pour laquelle j'ai grand plaisir à revenir ici. Et d'ailleurs, peut-être que certains vont m'entendre dire à peu près la même chose ou des choses très similaires à ce que j'avais pu dire il y a 2 ans, je crois. Euh, alors certains penseront que c'est la sérénité qui me guette, d'autres que finalement on n'avance pas si vite. Non, je pense surtout qu'on est en train de travailler collectivement sur des questions de fond, des questions qui bouleversent profondément nos sociétés. La cybersécurité, je vais revenir un peu plus en détail évidemment, c'est la face noire de tout ce qui est transition, développement numérique. C'est pas un phénomène de mode, pour dire ça autrement. C'est pas le truc un peu qui fait de la mousse et qu'on va oublier. C'est quelque chose qui doit profondément modifier notre approche du numérique et notre appréhension pour éviter justement tous les écueils dans lesquels qui nous menacent, hein. Et je partage ce qui a été dit sur les risques d'interception de masse, des choses comme ça, mais ce n'est qu'un risque malheureusement parmi tant d'autres. Euh, je suis également ravi d'être ici dans le cadre de cette inauguration. Alors, je reviens pas sur toutes les subtilités organiques. Euh, voilà, chaque écosystème est complexe. Ce que je retiens, c'est que vous êtes capable de travailler ensemble sur des sujets qui sont fédérateurs, des sujets qui sont fondamentaux, qui sont même des priorités à l'échelle nationale. En tout cas, nos plus hautes autorités l'ont clairement compris et nous soutiennent. Et donc le fait que l'on puisse comme ça, localement, réunir des gens avec des compétences différentes, des intelligences différentes, une vision différente, euh, venant des sciences dures ou des autres sciences, qui sont probablement tout aussi importantes, hein. Donc il y a plutôt des sciences dures, voire ultra dures, mais on se rend compte que c'est insuffisant aujourd'hui, et une des évolutions de l'ANSSI, notre agence, c'est justement d'aller vers d'autres thématiques, parce qu'aujourd'hui c'est là où beaucoup de choses se jouent, hein. On pourrait rester dans notre zone de confort et faire de la cryptographie avec toujours plus de chercheurs. La cryptographie reste un sujet important, bien évidemment, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais fondamentalement, si on fait que ça, on sera inaudible et inefficace à l'échelle globale. Alors, je vais revenir quand même sur quelques fondamentaux, donc certains vont dire, bon, il rabâche, il est sénile, tant pis. Et puis je vois qu'il y a un très très jeune auditeur, donc pour lui, ce sera peut-être la première fois. Euh, c'est rare hein, que je parle à des bébés, hein, mais j'en suis ravi. Euh, on, on vit une transformation numérique. Si vous êtes ici, si vous êtes dans cet amphi, c'est que quelque part vous êtes tout à fait au fait de ces questions-là, mais ça vaut quand même régulièrement le coup de se reposer la question de l'étendue de cette transformation numérique. Et si on regarde, le bon exercice, hein, on regarde 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, c'est absolument incroyable. Moi je le vois avec mes enfants, qui ont du mal à croire que quand j'avais leur âge, il n'y avait pas de téléphone portable. Ils croient que je l'ai fait marcher. Euh, Par contre, quand je leur dis qu'il y avait déjà le TGV, là, ils me croient pas. Enfin, c'est assez étonnant la perception. Euh, donc ce numérique, il est partout. Il est partout. Probablement c'est le sens de l'histoire. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Ça apporte plein de bonnes choses. C'est une évidence. Ça apporte une efficacité supplémentaire. Ça apporte, voilà. Bon, je vous fais pas l'article, vous le connaissez par cœur. C'est également un Eldorado pour tous les malfaisants de la planète qui y trouvent une capacité de développement totalement inédite. Et ça, il faut quand même avoir conscience de toutes ces menaces potentielles, même si évidemment c'est un côté anxiogène, mais on l'assume pleinement. Il faut avoir conscience voilà, quand on parle d'attaque informatique, de cyberattaque, en fait on n'a rien dit, parce que ça couvre des réalités qui n'ont absolument rien à voir. Euh, on le voyait tout à l'heure avec une journaliste qui nous posait des questions justement volontairement très, très basiques et naïves pour se mettre à la portée de ce qu'elle voulait faire passer sur les ondes. Mais à un moment, je me suis rendu compte on avait oublié de dire que finalement, c'était pas uniquement la protection des données personnelles, les cyberattaques. C'est un volet fondamental, mais il y a plein d'autres volets. Et aujourd'hui, dans les différents types d'agressions dont on peut être victime, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, à l'échelle d'un État, on voit notamment tout ce qui est développement de la cybercriminalité.
Vous allez dire c'est une évidence. C'est une évidence, mais quand on regarde d'un point de vue quantitatif ce qui est en train de se produire, c'est extrêmement effrayant. Alors il y a les mauvais cybercriminels, au sens criminel du terme. Il y a un peu plus d'un an, on a eu cette attaque qui s'est appelée WannaCry, qui a touché plein de victimes à travers le monde, parfois avec des conséquences très graves. Je rappelle, le système de santé britannique a été très perturbé, des hôpitaux qui ne pouvaient plus fonctionner de manière nominale, des opérations reportées, des ambulances qui ne savaient plus où aller, enfin ça c'est la réalité. Probablement des pertes humaines, ça ce sera jamais dit officiellement, mais voilà, dans les discussions moins officielles, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Des pertes financières très graves. Donc voilà, des cybercriminels, un groupe derrière, c'est pas nous dire qui ça peut être. Il y a quelques idées qui circulent, qui par contre a été très mauvais d'un point de vue criminel, puisqu'ils ont quasiment rien récupéré en termes de rançon, hein, puisque tout ça, c'est de l'attaque informatique pour rançonner les victimes, avec des petites rançons, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'échelle mondiale, ça peut faire, ces petits ruisseaux, ils vont faire des très très grandes rivières. Et donc, autant WannaCry, c'était grave parce que ça avait des impacts, le truc était clairement hors de contrôle pour l'attaquant lui-même, autant on a des campagnes permanentes et dont on parle peu finalement, parce que tout ça est bien fait, d'un point de vue commercial, on va dire, pour prendre des termes un peu décalés, et on voit des groupes criminels qui aujourd'hui récupèrent, on a des estimations, on parle de centaines de millions d'euros par groupe. Et dans un groupe criminel qui fait de l'attaque informatique, qui fait du ransomware, ils ne sont pas des milliers, les gars. Hein. Et donc ça, c'est une vraie menace, évidemment, qui va peser sur nous, qui va continuer à peser sur nous, qui se développe, et qui empoisonne nos systèmes numériques à l'échelle des entreprises, à l'échelle des grandes entités, mais également à titre individuel. Ça peut toucher à peu près n'importe qui, plus ou moins suivant les mesures de précaution mises en œuvre, mais enfin, ça peut toucher un peu n'importe qui, ces choses-là. Donc une criminalité qui est inquiétante, très clairement inquiétante, et qui bénéficie forcément du côté mondial de la chose. Ceux qui ont la mauvaise idée de faire ça en France contre des cibles françaises, la période d'impunité est derrière nous. Par contre, ceux qui sont à l'autre bout du monde, dans des pays qui, dans certains cas même, protègent ces activités criminelles, là pour le coup, le fait de les extrader, de les récupérer, bah, c'est pas pour demain. Même s'il y en a qui se font attraper quand même, parce que bah, leur argent, il faut bien qu'ils aillent le dépenser. Et dans les pays qui les hébergent, ça a l'air moins fun, donc ils vont le dépenser sur la Costa Brava ou ailleurs. Il y en a qui se font attraper comme ça, il y a des anecdotes absolument surréalistes de ce point de vue-là. Mais bon, ça reste totalement anecdotique, bien évidemment. Donc ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, c'est pas tout à fait notre sujet à l'ANSSI, parce qu'au départ, on pourrait se dire c'est des petits criminels qui attaquent des petites victimes, même si évidemment il n'y a pas de petites victimes. Mais en fait, le côté systémique de tout ça fait que ça devient assez rapidement une question de sécurité nationale. Et là, pour le coup, ça nous concerne directement. Autre type de menace, vous le savez, c'est tout ce qui est espionnage. Enfin, je dis vous le savez, j'en parle beaucoup, j'en parle avec des chefs d'entreprise, j'en parle avec des ministres, j'en parle avec plein de gens qui sont que l'on classe dans la catégorie décideurs, habituellement. La perception de cette réalité de l'espionnage, elle est encore très mauvaise. Très très mauvaise, avec un véritable... Je suis navré. Je savais bien que c'était pas pour un bébé, un truc comme ça. Cette perception de l'espionnage est aujourd'hui encore très sous-évaluée. Et c'est intéressant parce que ce sont les victimes elles-mêmes qui sous-évaluent le risque. Allez parler à un PDG, un grand responsable d'espionnage, il va vous expliquer que c'est pas un problème, que c'est pas vrai, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Alors ça, évidemment, à froid. Mais il y a des cas où même on est confronté à des cas qui sont réels, qui sont avérés, où on peut mettre sur la table, regardez tout ce que vous avez perdu. Il n'est pas perdu pour tout le monde. Regardez tout ça. Et les réactions, c'est mon cours de bourse, la confiance de mes clients, qui sont des vraies problématiques pour un décideur, évidemment. Mais un certain déni sur l'effet que ça peut avoir et les conséquences que ça peut avoir, parce qu'on ne sait pas le chiffrer en général. Et il y en a certains qui réagissent positivement, parce qu'en général, ils voient l'effet de cet espionnage, notamment parce que leur grand concurrent sort leurs produits avant eux. C'est souvent comme ça que ça se traduit. Mais on est encore dans quelque chose de honteux, quelque chose qu'on ne veut pas vraiment admettre. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que 90% de ce que l'on traite, en termes d'attaque, en termes de
qui sont les attaques les plus graves probablement, hein, en France, sont des attaques encore en espionnage. Et ça, c'est assez inédit. Hein. L'espionnage, c'est vieux comme le monde, évidemment. L'espionnage industriel, bien évidemment. Mais par contre, à cette échelle, et perdre autant de choses aussi sensibles, je pense qu'un jour, voilà, que dans 30 ans, quand on fera l'historique de tout ça, on va dire, mais c'est absolument fou tout ce qu'on a perdu, et l'impact que ça a pu avoir sur notre économie, mais même plus que sur notre économie. Et puis, si on veut être complet sur ces risques, et c'est le côté toujours anxiogène, hein, l'avenir de ces attaques informatiques, que l'on connaît peu encore aujourd'hui, c'est le développement, je vais prendre un terme de journaliste, Martin m'en voudra pas, développement de la cyberguerre. Bon, nous on n'aime pas trop tout ce qui commence par cyber, mais de fait c'est un peu pratique, c'est un marqueur pour parler de ces sujets de sécurité numérique. De fait, on peut ne pas être d'accord sur les termes, par contre on est d'accord sur ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est le développement de conflits. Je ne sais pas si les juristes seront d'accord avec moi, mais d'un point de vue technique que je qualifierais de militaire, avec des actes véritablement hostiles, dont le but n'est pas de voler de l'information, mais bien de porter atteinte au système, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire de les arrêter, de les faire dysfonctionner, de les détruire à distance. Et ça, on a peu de cas aujourd'hui, heureusement, on a quelques cas, mais on en a peu. Par contre, sur la faisabilité technique, on n'a pas beaucoup de doutes sur ce qui est faisable, malheureusement. Et sur la volonté des États de construire, de développer de tels arsenaux, on n'a aucun doute non plus. Alors je porte pas de jugement sur le fait est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, de toute manière là encore c'est une évolution. De toute manière la France assume pleinement le fait de développer une capacité offensive dans le domaine numérique. Ce qui par contre est très inquiétant, c'est qu'est-ce que tout ça va donner concrètement. Parce que ces attaques à des fins destructives, il faut bien comprendre que on sort du monde éthéré du numérique où tout ça peut sembler très, très immatériel. Non. Par le numérique, aujourd'hui, vous pouvez atteindre des systèmes qui sont bien concrets, bien physiques. Et parfois de manière extrêmement triviale, d'ailleurs. Encore l'autre jour, une de mes équipes me montrait en direct, sur un écran, il y avait tout un beau synoptique d'un truc, je ne sais pas trop ce que ça fabriquait, ce machin-là. Mais justement, c'était un système industriel, assez complexe. Et puis il me montrait, et puis là, on peut régler ça, et puis régler ça. Bon. Puis moi, je leur dis, mais c'est quoi votre machin là? Enfin, qu'est-ce que. C'est une maquette, il y a un truc. Ah non, on est sur internet là. Mais comment ça, vous êtes sur internet? Ben oui, on est sur internet, et puis là, ça on sait pas trop où c'est, mais c'est une vraie usine. C'est ça la réalité aujourd'hui, dans certains cas. Donc il n'y a même pas besoin d'être un attaquant de génie pour obtenir des effets qui potentiellement peuvent être dramatiques. Pour l'anecdote, il y a quelques années, ça c'est pas nouveau, hein, ces problèmes-là, mais ce qui est inquiétant, c'est que ça se résolve pas. Il y a quelques années, il y a des gens qui avaient montré qu'on pouvait, c'est totalement atroce, hein, qu'on pouvait, comme ça, prendre le contrôle du crématorium. Hein. On pouvait jouer sur la température, sur des trucs comme ça. Hein. Je laisse imaginer. Hein, ce n'est qu'un exemple, malheureusement, mais quand vous êtes capable, comme ça, de prendre le contrôle d'un système industriel, hein, comme on dit de manière très générique, eh bien là, les conséquences, elles sont bien réelles. Elles sont bien physiques. Et quand on a affaire à des gens qui se protègent mieux, ce qui est difficile encore aujourd'hui, parce que je voyais derrière moi les questions de résilience des Factory 4.0, eh bien, on a souvent affaire à des systèmes qui n'ont historiquement pas du tout été pensés pour faire de la sécurité, au sens sécurité numérique, au sens cybersécurité. On a affaire à des systèmes qui sont plutôt bien faits, voire très bien faits, en termes de sûreté de fonctionnement, les termes sont jamais très très clairs parce que c'est variable d'un domaine à l'autre, mais en gros ça tombe pas en panne ces trucs-là. Par contre l'idée que quelqu'un depuis l'autre bout du monde puisse se connecter dessus et prendre la main sur tous les systèmes de vannes et tout ça, ça c'est une idée qui n'était pas là au départ. Et donc la security by design, hein, dont on parle parfois, hein, c'est un peu commercial, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, le fait de prendre en compte la sécurité dès le départ du développement, ce qui est évidemment ce que l'on recommande, là on a fait exactement l'inverse. Et donc depuis, on court pour essayer de patcher tout ça, de réparer tout ça, de corriger tout ça. Et c'est évidemment très compliqué parce que ça n'a pas été fait pour. Donc ça coûte très cher, c'est très compliqué de corriger, et on n'est pas satisfait du résultat. Donc comment est-ce qu'on fait pour reprendre la main là-dessus? Là encore, c'est très compliqué.
Mais tout ça pour dire qu'on va être confronté de plus en plus à des actes de guerre, ou qui vont s'y apparenter, à des actes qui vont être très graves pour notre économie, pour nos concitoyens, raison pour laquelle on est évidemment en priorité concentré sur ce qu'on appelle, d'un point de vue un peu technocratique, les secteurs d'activité d'importance vitale, mais c'est très concret en pratique, c'est l'énergie, c'est les transports, c'est l'industrie, c'est les télécoms, ce sont tous ces systèmes qui sont essentiels, on n'y pense même pas en fait, ça me paraît tellement évident, qui sont essentiels au bon fonctionnement, non pas de l'État, hein, mais bien de la nation, au fonctionnement de ce dont on a tous besoin pour vivre de manière harmonieuse dans notre pays. Donc ça c'est extrêmement inquiétant. La prise de conscience, elle commence à exister, hein, à force de prêcher, et puis grâce au travail des attaquants surtout, bien relayé. On arrive aujourd'hui à... Voilà, il n'y a plus grand monde qui nous dit « Oh, tout ça c'est pas vrai, tout ça c'est de la science-fiction hein, ». Donc on a passé cette étape, ça c'était il y a très longtemps, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui on est plus dans la prise de conscience, et comment faire pour lutter efficacement face à une menace comme ça qu'on qualifie de cyberattaque, mais qui est vraiment multiforme et qui peut être très variée. Donc les attaquants sont variés, les motivations sont variées, les cibles sont variées, les types d'atteintes au système sont extrêmement variés. Donc dans un grand tout, là, on met des choses qui n'ont rien à voir fondamentalement. Donc comment est-ce qu'on fait pour lutter efficacement contre ça? Alors, l'élément positif, parce qu'il y a quand même du positif dans tout ça, autrement vous allez sortir et puis vous allez déprimer, ou noyer votre chagrin dans le whisky grenoblois, j'ai découvert que ça existait. Ce qui est d'ailleurs une source de frustration pour nous, c'est que se protéger, globalement, on connaît les grandes lignes pour se protéger efficacement. Alors, la sécurité à 100%, j'ai l'habitude de dire que ceux qui la vendent, il faut les fuir, parce que c'est forcément les pires escrocs. Mais le fait d'élever le niveau de sécurité de manière significative et de maîtriser les effets de ces attaques numériques, c'est quelque chose qui peut bien se faire. Par contre, ça demande une véritable implication, ça demande une prise de conscience, ça demande des moyens. Et ça, c'est à chaque décideur, c'est là où c'est entre leurs mains, de devoir prendre ces bonnes décisions. Et là, voilà, c'est là où ça pêche aujourd'hui, c'est là où c'est compliqué. Raison pour laquelle, si je me concentre un tout petit peu à l'échelle nationale, mais pour vous dire après que c'est insuffisant, eh bien, on a plein de démarches en cours, collectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire, en gros? C'est quoi les solutions? Les solutions, c'est plus de sensibilisation. Aujourd'hui, la très grande majorité des utilisateurs, des collaborateurs dans les entreprises, ou bien chaque citoyen chez lui, la sensibilisation elle est encore beaucoup trop faible. On est incapable de toucher une partie majeure de la population pour apprendre les gestes élémentaires. Hier j'étais à Sciences Po et quelqu'un qui me dit mais je comprends pas, vous nous parlez de tout ça, mais pourquoi c'est pas l'État qui nous protège? Bon, alors sur le coup ça m'a un peu surpris, et en fait je dis mais non, l'État peut évidemment faire des choses, et je peux les mettre en valeur, mais fondamentalement ce qu'il faut bien voir c'est que dans les autres domaines de la sécurité sanitaire, la sécurité physique et tout ça, on apprend tout petit des gestes élémentaires, et on les a tellement intégrés qu'on n'y pense même plus. Hein, la sécurité sanitaire, ça passe par l'hygiène élémentaire. Bon bah aujourd'hui, dans le domaine du numérique, la plupart des gens ont une hygiène déplorable. Et ça, évidemment, ça complique tout. Vous pouvez avoir les meilleurs médecins du monde, vous pouvez avoir les meilleurs vaccins, les meilleurs médicaments du monde, si les gens n'ont pas l'hygiène élémentaire, ça va pas être efficace. Et dans le domaine du numérique, on en est là aujourd'hui, fondamentalement. Il nous manque le socle, il nous manque la base. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, ou d'administration d'ailleurs, il n'y a aucune distinction entre le public et le privé de ce point de vue-là, ont un comportement totalement irresponsable dans le domaine numérique. Non pas le début du moindre raisonnement sur quels sont leurs biens sensibles, leurs données sensibles, leurs systèmes sensibles, où est-ce qu'ils vont les mettre, qui c'est qui va les gérer, qui c'est qui va pouvoir y accéder. Dans le domaine physique, voilà, c'est comme si on laissait systématiquement les portes, les fenêtres grandes ouvertes, qu'on laissait son portefeuille dans la rue, et qu'on revenait le lendemain en disant « Mince, on m'a volé mon portefeuille, c'est vraiment scandaleux, qu'est-ce que fait l'État ?»
Ce parallèle, il est forcément un peu trivial, mais on en est là aujourd'hui. Et donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre ça dans le bon sens. Alors reprendre ça dans le bon sens, d'abord il y a tout ce que l'on recommande en termes de règles techniques, et qui doit s'implémenter sur toute la chaîne, hein, depuis les composants de base jusqu'au plus grand système, et qui nécessite une application humaine, en luttant contre cette idée que la cybersécurité c'est un truc de techos, qu'il faut laisser aux techos, et comme on n'y comprend rien, c'est forcément technique, et donc voilà, on s'y intéresse pas. Non, c'est avant tout une question de gouvernance, j'ai déjà dit plusieurs fois, une question pour les décideurs. Et il faut mettre les décideurs en position de décider. Donc pour ça, il faut qu'ils comprennent quelque chose. Donc là, il y a une grande responsabilité sur nous, sur les gens qui sont experts du domaine, nous collectivement. Et puis il y a des choses plus techniques. Les systèmes, je le disais, il faut les concevoir en tenant compte de ces questions de cybersécurité. Dorénavant, pour parler d'un domaine d'où je viens, quand on construit un système d'armes, eh bien, en même temps que qu'on prend en compte des contraintes d'efficacité, de coût, de maniabilité, imaginez tout ce que vous voulez, eh bien, il faut prendre en compte des contraintes de cybersécurité. Ça a été un choc, hein, pour toute une industrie, tout un système, et le fait d'aller expliquer à quelqu'un qui fait des bateaux de guerre, qui fait des avions avec des nœuds pointus, ou des trucs comme ça, que dorénavant, il va devoir concevoir ces machins en tenant compte de questions de cybersécurité, je vous garantis que ça a été un choc pour eux. Aujourd'hui, ils l'ont compris, ils l'ont intégré. Mais ça nécessite vraiment une transformation très très forte. Mais transformation qui va fondamentalement avec l'intégration du numérique dans tous ces machins-là. Aujourd'hui, un bateau gris, hein, un bateau de guerre, 50% de la valeur d'un bateau, c'est le logiciel. Donc voilà, la transition, elle est là. Et ça va continuer à augmenter, à n'en pas douter. Et donc, quelqu'un qui fait des bateaux de guerre, il faut qu'il soit capable de faire de la cybersécurité. Après, l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà du fait de concevoir des systèmes, on ne conçoit pas des forteresses, on ne conçoit pas des forts Vauban numériques, on ne conçoit pas des machins comme ça. On conçoit des systèmes qui doivent avant tout fonctionner. Le propre d'un système d'information, c'est d'être utilisable, c'est d'être ouvert, c'est d'échanger de l'information, même dans les cas les plus sensibles d'ailleurs. Et donc il est hors de question de faire des trucs totalement étanches, autonomes, ça n'a plus aucun sens, bien évidemment. Sauf peut-être dans certains cas encore très originaux, mais je pense même qu'ils disparaissent, ces cas-là. Donc ce qu'il faut, c'est être capable d'être très agile, non seulement sur la conception, mais également sur tout ce qui est détection de ces attaques. Détection pour ensuite être capable de réagir efficacement. La détection, c'est encore un sujet, je ne sais pas si c'est dans la liste, j'espère que c'est dans la liste, qu'on doit pouvoir le rattacher. Prévention, réaction, détection entre les deux, on va dire que c'est écrit en tout petit. Mais quelqu'un l'a cité, donc... cette détection des attaques, détection des incidents anormaux au sein d'un système d'information, c'est un domaine dans lequel on a plein de choses à inventer encore. Il y a quelques artisans de génie, mais c'est vraiment des artisans. Et c'est des artisans qui font face à du traitement de l'information. Alors, le terme de big data et tout ça, il est utilisé à tort et à travers, je peux vous assurer, dans le domaine de la détection. Là, pour le coup, c'est vraiment du big data, hein, en termes de volume. On est actuellement en train de construire, enfin on a fini de construire un data center super dont on est très fier à l'ANSSI, parce que justement, ce qu'on anticipe, une des transformations pour nous, c'est de passer vraiment à ce traitement d'information de masse. J'utilise le terme volontiers, exprès, pour provoquer. C'est pas de l'information de masse sur des personnes, bien évidemment, mais ce sont vraiment tous ces éléments techniques de log et tout ça que l'on peut obtenir et qui nous permettent de détecter là-dedans des toutes petites aiguilles dans des très très grosses meules de foin. La détection, c'est absolument essentiel. Et puis la réaction, la réaction, c'est un métier qu'on invente. On parle parfois de, je trouve ça un peu c'est un raccourci, mais qui parle de pompier numérique. Voilà, ce terme de pompier, il passe bien. Comment est-ce qu'on fait pour aller aider les victimes, aller les aider efficacement? Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et valorisant. On a affaire à l'ANSSI à des victimes qui sont parfois dans des états très très graves en termes de conséquences. Et comment faire pour aider une victime qui est touchée par une attaque informatique, c'est un métier nouveau, hein, qu'on est en train d'inventer, avec d'autres acteurs évidemment. Et comment faire pour préserver les traces, comment faire pour limiter les conséquences, comment faire pour sortir un attaquant d'un réseau,
Ça a l'air simple comme ça, hein, sortir un attaquant d'un réseau. En fait, pas du tout. Hein. Moi, je connais des victimes qui vivent pendant des semaines ou des mois avec l'attaquant qui est probablement encore là. Hein. C'est intéressant d'un point de vue psychologique d'ailleurs, ce qu'on observe à ce moment-là. C'est très compliqué de faire tout ça. Et donc là, c'est un nouveau métier là encore qui s'invente. Donc en gros, qu'est-ce que l'on fait? Nous à l'ANSSI, mais également avec tout un écosystème à la fois public et privé, eh bien, on est en train d'implémenter vraiment cette chaîne classique de prévention, détection, réaction, de manière à lutter concrètement, efficacement, face à ces menaces, mais à chaque fois en étant vraiment en adaptant ce que l'on fait au type de victimes potentielles, au type d'attaquants dont on veut se prémunir, à ce que l'on veut se protéger, et ainsi de suite. Et puis à côté de ça, il y a une démarche réglementaire que l'on assume pleinement. En France, on considère que pour gagner du temps, pour aller plus vite, ou au moins aussi vite que les attaquants, ce qui est très très compliqué objectivement, hein. Ceux qui courent vite, c'est les attaquants dans ce domaine-là, vous l'avez compris. Eh bien, le fait de passer par la réglementation, puis aussi un peu parce qu'on est en France et qu'on aime bien ça, le fait d'imposer les choses, c'est une manière d'élever la question en termes de niveau de priorité. Et puis d'ailleurs, dans le domaine de la protection des données personnelles, hein, qui est un domaine connexe au nôtre, vous le voyez avec ce que fait depuis longtemps la CNIL et puis surtout ce qu'a fait le RGPD, enfin le Règlement général sur la protection des données, et on voit qu'à un moment, il n'y a pas de mystère, vous pouvez faire autant de sensibilisation que vous voulez, vous pouvez expliquer autant que vous voulez les choses, il y a des acteurs, tant que c'est pas obligatoire, ils le feront pas. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une sanction à la clé, ils le feront pas. Bon. Dans le domaine de la cybersécurité, on n'en est pas à la sanction. Peut-être qu'on y viendra un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on sanctionnera, ce sera l'irresponsabilité. Ce sera certainement pas le fait de s'être fait attaquer. Alors, les deux peuvent être liés. Quelqu'un de totalement irresponsable, il a plus de chances de se faire attaquer qu'un autre. Mais, fondamentalement, l'idée, c'est bien de forcer les gens à prendre ces mesures élémentaires de sécurité, même si elles paraissent très compliquées à mettre en œuvre, ça reste des mesures élémentaires, pour lutter contre une part non négligeable sur le tout venant des attaques, pour ensuite pouvoir se concentrer sur les attaques de haut niveau. On a fait ça avec les opérateurs les plus critiques, ça fait maintenant plusieurs années que c'est en cours. On est en train de passer par des mesures réglementaires sur un sujet qui est plus sensible, objectivement, ça a donné lieu à quelques débats dans le domaine de la détection d'attaques. Très bientôt, on pourra, par exemple, dans des cas, alors tout ça est bien bordé, je vous rassure, mais on pourra aller mettre des systèmes de détection d'attaques, non pas à des endroits où ça pose aucune difficulté, c'est-à-dire ce que l'on fait aujourd'hui dans les ministères, voilà, des histoires qui sont où tout le monde est pleinement conscient des impacts que ça peut avoir et de ce que ça permet de faire, mais on pourra, quand on aura un doute, aller chez un hébergeur pour mettre des sondes, des systèmes de détection, pour regarder localement et ponctuellement ce qui est en train de se passer sur un serveur qui a été loué à quelqu'un qui en général est à des années-lumière des problématiques qui sont en train de se passer chez lui. Pas chez lui. Dans son serveur loué. Alors là, c'est plus sensible évidemment, parce que ça veut dire aller mettre des systèmes de détection à l'insu, quelque part, du détenteur légitime du serveur. Un peu bizarre. Il n'y a pas de juge dans mon système. Et donc ça, évidemment, ça a donné lieu à des discussions importantes sur le fait jusqu'où il fallait aller pour préserver les intérêts nationaux, et où est-ce qu'il fallait s'arrêter dans tout ça, pour ne pas empiéter et ne pas, avec de très bonnes intentions, porter atteinte aux droits individuels, au secret des correspondances, à la protection des données personnelles, qui sont légitimement sur le serveur. Donc je passe sur toutes ces discussions qu'on a pu avoir, qui sont indispensables et parfois complexes. Tout ça pour dire au final, j'ai un de mes collaborateurs qui a fini par résumer tout ça en disant finalement le seul qui risque de voir, qui va prendre des risques en termes de protection de son intimité, ce seront les attaquants eux-mêmes. Voilà, c'est ça le but en fait. On a envie de suivre ces attaquants, on a envie de détecter ce qu'ils font, on a envie de comprendre ce qu'ils font. Et c'est un domaine dans lequel, à la fois au niveau technique, au niveau fondamental, au niveau opérationnel, on a encore d'énormes progrès à faire, et raison pour laquelle on a notamment fait évoluer le cadre juridique. Donc voilà, ça c'est au niveau national. Sincèrement, ça se passe bien, ça fonctionne bien. On a un écosystème, on a d'abord une organisation, on a des principes, le fait d'avoir séparé très tôt la défense et l'attaque, le fait que ceux qui font la défense, comme l'ANSSI, ne sont pas services de renseignement, ne sont pas services d'attaque.
C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de mission, très clairement. Tout ça, ce sont des bases très saines qui font qu'on a un écosystème assez vertueux qui s'est développé. Le fait d'utiliser la réglementation, ça fait qu'on a des coopérations, certes forcées au départ, mais des coopérations avec tous les acteurs les plus critiques, publics et privés. Le fait qu'on ait un secteur académique dynamique, c'est un plus énorme. Ça fait qu'on peut, comme ça, couvrir tout ce champ fondamental, ce champ d'anticipation, ce champ de réflexion. Le fait qu'on ait une industrie privée capable de porter les métiers de la cybersécurité, les métiers de l'audit, détection d'attaques et tout ça, c'est un vrai plus. Donc voilà, la France, c'est quand même un écosystème assez favorisé pour développer tout ça. Et malgré ça, c'est compliqué. Là où je voulais en venir, c'est que tout ce que l'on peut faire avec les meilleurs cerveaux, avec la meilleure bonne volonté à l'échelle strictement nationale, va rester très limité en termes d'impact. Parce que fondamentalement, on parle de questions qui ne sont pas des questions nationales. Ce sont des questions internationales. La première étape, déjà, c'est de porter certaines de ces questions à l'échelle européenne. Le périmètre, quelque part, de valeurs communes, de droits communs et tout ça, c'est l'Europe, aujourd'hui. Et c'est pas politique, ce que je dis, c'est juste une évidence. Aujourd'hui, on travaille avec certains États membres qui n'ont pas, voilà, qu'on ne méprise pas du tout, bien évidemment, mais qui n'ont pas forcément autant un secteur académique aussi développé, qui n'ont pas la même industrie, qui n'ont pas forcément la même volonté politique, qui n'ont pas les mêmes moyens, tout clairement. On est très pauvre en France, on a plein de problèmes budgétaires, mais enfin on a encore des moyens, hein, on est capable même de se payer des choses. Il y a des pays, des tas d'États membres de l'Union européenne qui ne sont pas dans cette situation-là. On les aide, ces pays-là, on essaye de les pousser à développer leurs capacités en cybersécurité. Et on ne le fait pas par philanthropie. Toujours content d'aider, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de développer une cyberdéfense commune à l'échelle européenne. Parce qu'on sait très bien, si tous nos voisins se font attaquer facilement, eh bien, très rapidement, ça devient un problème pour nous. Parce que les réseaux des gens qui se font attaquer sont rarement des réseaux qui s'arrêtent à la frontière. D'où l'idée qu'il faut impérativement porter ces questions de cybersécurité à l'échelle européenne. Alors, il y a des fois, ça se passe bien, objectivement. Typiquement, ce que la démarche réglementaire qu'on a fait vis-à-vis des opérateurs les plus critiques, que l'Allemagne a fait également, c'est quelque chose qu'on a porté au niveau de la Commission et qui s'est transformé en une directive qui aujourd'hui s'applique à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc cette logique réglementaire, mais comprise au bon sens du terme, c'est aujourd'hui une logique européenne. C'est pour moi un très bon exemple de ce que l'Europe peut faire de bon, pour vraiment aider à accélérer les choses, uniformiser les pratiques, mais les uniformiser au bon sens du terme et en respectant les souverainetés nationales. Et encore, c'est pas un gros mot. Il y a des questions de souveraineté nationale dans tout ce dont on parle là, évidemment. Il y a des choses qui sont du ressort des États, qui ne sont pas du ressort de l'Europe. Mais également, il y a également plein d'autres sujets qui sont, voilà, qui doivent être homogènes à l'échelle européenne. Donc ça, c'est la directive Nice. Et puis même, nous on joue avec ça, puisque on pourrait dire qu'on l'a fait et on a donné l'idée. Non. On l'a d'abord fait sur un noyau dur en France, on a donné l'idée, et aujourd'hui, on réutilise la transposition de cette directive, c'est un peu technique, mais la mécanique, elle est assez simple, pour pouvoir toucher d'autres acteurs qui ne sont pas directement essentiels à la sécurité nationale. Et notamment les acteurs qui sont importants à titre économique ou sociétal. C'est vraiment l'esprit dans lequel aujourd'hui on continue à toucher de plus en plus d'acteurs publics et privés dans des champs qui sont en dehors des questions de défense et de sécurité nationale. Et puis il y a des fois c'est un peu plus compliqué, nos relations avec l'Europe. Parce qu'il y a des sensibilités différentes, il y a des points de vue différents. Un exemple typique dont on est en train de sortir, hein, on arrive aujourd'hui, je pense à la fin d'un très très gros travail de pédagogie, d'explication, de conviction. C'est ce qu'il est commun d'appeler le Cyberacte au niveau européen, qui est en fait une démarche où la Commission européenne, l'Europe, voulait aller plus loin encore pour développer de la cybersécurité en Europe, ce que l'on soutient évidemment, et a identifié deux champs importants. D'abord, le rôle d'une agence européenne qui s'appelle l'ENISA, qui n'est pas l'homologue de l'ANSSI, mais qui a un vrai rôle à jouer pour aider à coordonner tous les États membres et à faire en sorte que cette défense collective se mette réellement en place. Et puis d'autre part, pour traiter un sujet qui va vous sembler extrêmement techno, mais que certains ici connaissent très très bien, c'est celui de la certification de sécurité.
Et pour rester 2 minutes sur ce deuxième point, aujourd'hui, on sait évaluer, avec des tiers indépendants, très bon laboratoire, Oleti, pas très loin, qui fait ça, mais il y en a d'autres en France, hein, c'est pas du tout, j'ai pas d'action. On sait évaluer certains dispositifs de sécurité. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur les cartes à puce. La France a été leader, certes, l'inventeur est français, mais la France a toujours été leader dans le développement de ces technologies. Les industriels sont plus ou moins français. L'usage des cartes à puce, notamment par les banques, tout ça, ça part de France. Hein. Donc c'est assez naturel qu'on ait cette avance. Et progressivement, on se rend compte que cette logique d'évaluation de sécurité, au sens où ça permet d'avoir un regard indépendant sur la sécurité réelle d'un produit, ou d'un service d'ailleurs, de plus en plus, et de permettre de transmettre cette confiance à ceux qui vont utiliser ces produits ou ces services, c'est absolument essentiel. On a fait 2 remarques à la Commission européenne. D'abord, il est temps que ces dispositifs deviennent au minimum des dispositifs européens. Il n'y a pas vraiment de sens que chaque pays se mette à développer quelque chose dans son coin et ensuite palabre pendant des années pour reconnaître ou pas les travaux faits par l'autre. Il est absolument indispensable que tout ça devienne européen. Et d'ailleurs, les industriels vont totalement dans l'autre sens, parce que l'idée qu'il faille aller se faire certifier la même chose dans les 28 ou les 27 demain, ça les enthousiasme pas, bien évidemment. C'est pas efficace, tout ça. L'autre chose, c'est qu'il faut évidemment, avec ce développement du numérique qui est partout, il faut être capable de porter ce savoir-faire en termes d'évaluation de sécurité sur plein de types d'objets qui jusqu'à maintenant n'étaient pas vraiment concernés. Alors, les exemples emblématiques, le véhicule autonome, je pense qu'assez rapidement, il n'y a pas grand monde qui voudra monter dans des véhicules autonomes sans qu'il y ait une garantie assez forte de la sécurité du machin, du système. Et c'est là où on a parfois une sensibilité différente de celle de nos alliés anglo-saxons. Aux États-Unis, les véhicules autonomes, on les fabrique, c'est avant tout une question technologique, et puis on les lance sur les routes. Hein. De temps en temps, il y a quelqu'un qui se fait écraser, mais bon, c'est à ce prix-là que le développement économique et sociétal est à ce prix-là. On est beaucoup plus réticents, nous, évidemment, à une telle démarche, et je le renie pas. Ce que l'on veut, évidemment, c'est d'avoir une véritable évaluation de sécurité de ces systèmes, et qu'on puisse vraiment pouvoir dire aux citoyens qui va monter là-dedans, voilà le niveau de risque, quelque part, qui est pris ou pas. Et évidemment, évaluer des véhicules, alors ça pose plein de questions. D'abord, ces systèmes qui sont extrêmement complexes. Ça n'a pas de sens de faire ça au niveau national, c'est au minimum à l'échelle européenne. Et puis, il va falloir développer tout un système permettant de faire ça dans de bonnes conditions, pour éviter, évidemment, que tout ça soit dévoyé. L'autre exemple qui, d'une certaine manière, est d'actualité, tous ces produits médicaux, les implants dont on parle en ce moment, suite au constat, finalement, que déjà aujourd'hui, le contrôle semble insuffisant. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Ce qui est certain, c'est que demain, tous ces implants médicaux, ou la plupart d'entre eux, vont devenir connectés, immanquablement. Les pacemakers le sont déjà, les pompes à insuline le sont déjà, et on n'est qu'au tout début. Hein. Quand vous allez voir les startups du domaine des technologies médicales, c'est incroyable les idées qu'ils ont. C'est fascinant, c'est merveilleux. Sauf que tous ces machins qu'on va nous mettre dans le corps pour qu'on vive mieux et en meilleure santé, eh bien, je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des attaquants, avec des motivations extrêmement variées, depuis la bêtise pure jusqu'à des choses qui seront très pensées, peuvent en prendre le contrôle et potentiellement vous tuer. Donc, s'il y a besoin d'un exemple d'évaluation d'objets connectés où il faudra être au top niveau en termes d'évaluation et de confiance, ça c'est un bon exemple. Et puis à côté de ça, les gadgets à 3 €, il faudra probablement être capable de les évaluer également, parce qu'ils ont beaucoup de 3 €, ils vont peut-être manipuler des données personnelles, des choses comme ça, mais il faut être capable d'adapter ce système d'évaluation au bon niveau. Je suis volontairement long parce que c'est vraiment un sujet qui est très technique, mais qui est en même temps au cœur de ce qui va se passer en Europe dans les années à venir. Le développement, le règlement, hein, la loi européenne qui va porter ça, est en course de finale, ça a été compliqué d'aboutir à un texte équilibré, à un texte efficace, parce que autant il y a des sujets sur lesquels il y a une sorte de compromis,
on partage les mêmes idées à l'échelle européenne, autant il y a d'autres sujets comme celui de la certification, où nous on a une approche vraiment par la sécurité, quitte à être un peu lourd, parfois, alors que d'autres, notamment d'inspiration anglo-saxonne, voient le fait que il faut que l'économie avance, il ne faut pas de frein à l'économie, il ne faut pas de barrière, et ces évaluations peuvent rapidement devenir un frein au développement. Donc il n'y en a pas qui ont raison et d'autres qui ont tort, hein, pas du tout. L'idée c'est bien de trouver une sorte de compromis, un mécanisme qui permet d'assurer au juste niveau ces questions de sécurité. Et puis je pense cette question européenne, elle va revenir constamment. Et constamment avec des ajustements fins entre des questions qui relèvent réellement de l'échelon européen, et puis d'autres questions qui doivent rester à l'échelon national. Et puis au-delà de ça, on voit bien aujourd'hui que ces questions de cybersécurité, ce n'est plus uniquement une question nationale ou européenne, c'est une question internationale. Si vous suivez un petit peu les actualités associées, vous vous rendrez compte que les États, toujours les mêmes, hein, les Américains et ceux de leur premier cercle, les Russes, les Chinois, ont une activité extrêmement agressive dans le cyberespace. Et en même temps, les réactions sont à la limite de l'outrance parfois. Ce que l'on entend dire, les mots qui sont échangés, ce qui est dit dans le cadre d'attaques informatiques aujourd'hui, ça ferait frémir si c'était dit dans des cadres plus conventionnels, d'une certaine manière. Et donc toute la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va donner de l'harmonie à tout ça? Et c'est là où on arrive aux travaux que mentionnait Karine. On a beaucoup travaillé avec Karine et Théodore là-dessus. Et pour prendre des termes qui sont peut-être volontairement provocateurs et naïfs, mais je pense que c'est important d'être parfois naïf, comment est-ce qu'on fait pour assurer la stabilité, la prospérité, voire la paix, pour utiliser un très gros mot, dans ce cyberespace? Un bien commun, partagé, créé par l'homme, avec des caractéristiques d'un nouveau milieu, mais en même temps c'est un milieu qui n'est pas comme les autres. Ça pose plein de questions. Plein de questions. Ma conviction, c'est que ce qui va se passer dans les années à venir, sans aucun doute, ça va être une augmentation des conflits, une augmentation des agressions. On va continuer à se mettre des claques. C'est un nom très générique, ça semble. On va continuer à se provoquer. Et dans ces agressions, d'ailleurs, qui sont mentionnées par les uns et les autres, il y en a qui relèvent... Enfin, je n'y vois pas d'autre motivation que de la provocation pure et simple, juste pour voir jusqu'où on peut aller. Il y a des fois, c'est plus grave. Il y a des fois, ce sont de véritables atteintes au fonctionnement de nos démocraties. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'élection américaine en 2016. Vous avez peut-être vu ce qui s'est passé également pendant l'élection présidentielle en France en 2017. De toute manière, dorénavant, dans tous les processus démocratiques, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des tentatives d'ingérence, de manipulation, de tout ce que vous voulez. Alors, qui peuvent se faire par des moyens qui n'ont rien à voir avec de l'attaque informatique. Dixit, les sujets très complexes liés aux fausses informations, aux fake news et tout ça. Je n'irai pas sur ce terrain-là parce que c'est un sujet passionnant, mais extrêmement complexe et extrêmement glissant. Mais surtout le fait que parmi les différents outils à la disposition de ceux qui veulent faire de l'influence, il y aura de plus en plus l'usage d'attaques informatiques. Et puis, quand on voit le coût que ça représente, qui est faible, et l'impact que ça peut avoir, simplement parce que vous allez piquer les identifiants de quelques personnes importantes d'une équipe de campagne pour ensuite piquer toute la boîte mail et diffuser sur Internet 10 ans d'historique d'échange de mails, avec tout le bazar que ça peut générer, évidemment. Avec au passage la possibilité de modifier, d'agrémenter tout ça de quelques faux mails, histoire de rendre tout ça bien croustillant, bien perturbant, surtout au moment d'une élection présidentielle. On voit le mal que ça peut faire en très peu de temps, et on voit le temps que ça met, quand bien même. Une anecdote, moi j'ai rencontré toutes les équipes de campagne, enfin, presque toutes, il y en a une qui n'a pas voulu venir, j'ai rencontré presque toutes les équipes de campagne donc à l'élection présidentielle, c'était assez amusant, tous avaient la même réaction, que je qualifierais quand même d'un peu naïve, à chaque fois que je dois expliquer, regardez ce qui peut se passer et tout, je vois c'est ah oui mais nous on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher. C'est terrible de dire ça. D'abord parce que de la correspondance privée, si c'est privé, c'est pas totalement par hasard. Moi non plus, j'ai rien à cacher. Mais ma correspondance privée, c'est privé. J'ai pas envie que ce soit sur Internet.
Et puis, c'est tellement facile d'aller ajouter là-dedans des choses compromettantes. Et c'est exactement ce qui a failli se passer, parce qu'il s'est passé de fait, pour l'élection présidentielle en France, avec 2 jours, au pire moment, mais c'est là où on s'y attendait évidemment, parce que les gens sont pas bêtes, 2 jours avant les élections, la publication de 3 boîtes mail, très, très chargées, en contenu, pas en quantité, pas de personnes qui étaient très proches du candidat, hein, qui est devenu le président. Et donc il va falloir apprendre à vivre avec ça, probablement. Et donc, il y a des États, hein, je cite personne, on pense au même, qui de plus en plus cherchent à influencer, y compris sur nos processus démocratiques. Et on est forcément un peu perdu parce que c'est déroutant pour nous. Le propre d'une démocratie, justement, c'est d'être vulnérable de ce point de vue-là, probablement. Et c'est peut-être bien que ça continue comme ça. Bon, tout ça pour dire que, à l'échelle internationale, il se joue des choses intéressantes en ce moment. La tendance, elle est clairement à la course aux armements, elle est clairement à l'affrontement, parce que tout ça est sans conséquences graves, encore aujourd'hui, sans conséquences parce que c'est très facile de dire c'est pas moi, donnez-moi des preuves, et objectivement aujourd'hui on ne sait pas les apporter, les preuves, on sait à peu près qui fait les sales coups, mais c'est pas des preuves, donc ça pose un problème assez inédit. Et le gros problème c'est que tout ça va aboutir à des choses beaucoup plus graves. Aujourd'hui c'est quoi? Si vous regardez les attributions récentes qui ont eu lieu, c'est des attaques contre campagne américaine. Alors ça c'est peut-être grave hein, déjà comme... mais bon. L'agence antidopage au Canada. On se demande bien qui a pu vouloir attaquer l'agence antidopage. Malheureusement ça retombe un peu toujours sur les mêmes. Malheureusement je sais pas pourquoi. Bon bref. Sans commentaire. Parlement allemand hein, a pu se faire attaquer. Des médias britanniques, peut-être français aussi, pu se faire attaquer. Ça reste des petites attaques. Alors, les victimes ne seraient pas d'accord, évidemment. Mais ça reste des petites attaques. Le problème, c'est que demain, on va avoir des choses beaucoup plus graves, non seulement liées à des actions d'espionnage, l'espionnage a ses propres codes, quelque part, mais surtout, on va provoquer des catastrophes. Et si ces attaques, elles vont toucher le secteur de l'énergie, transport, l'industrie, même les télécoms, on peut se dire, ah, les télécoms, c'est pas grave. Aujourd'hui, perdre les télécoms, c'est comme perdre l'énergie, hein, c'est comme perdre l'électricité, fondamentalement, en termes d'impact, très très vite. Et bien là, ce sera beaucoup moins drôle. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui va être d'une gravité extrême. Et on n'est pas prêt aujourd'hui à lutter contre ça. Et donc tout l'enjeu, pourquoi est-ce qu'on parle volontairement de paix, de stabilité, de droit international, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, pourquoi est-ce qu'on veut mettre ça sur la table? Eh bien c'est simplement parce que on anticipe le coup d'après. J'espère qu'on va éviter de passer par la case événement catastrophique insupportable, mais j'en suis pas certain, pour être franc. Mais en tout cas, après, il y aura besoin d'une réaction. Et c'est ça qu'il faut préparer dès aujourd'hui. Et c'est notamment ce qui... Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais lors des commémorations du 11 novembre, le 12 novembre, le président a pris la parole pour présenter une initiative qui est l'appel de Paris pour la confiance et la cybersécurité dans le cyberespace, quelque chose comme ça. Il y a un texte qui est associé, hein, c'est très court, ça fait 3 pages. Vous allez le lire, normalement votre réaction ça va être de dire « Bah oui, ce sont des évidences qui sont écrites dans ces textes, c'est quasiment tautologique. » Mais en fait, ce texte il a été signé par plus de 300 acteurs publics et privés, des États. Il n'a pas été signé par les États-Unis, il n'a pas été signé par la Russie, il n'a pas été signé par la Chine. Et ça c'est intéressant, c'est un révélateur, c'est peut-être ça qu'il faut retenir de cette étape. Même quand vous écrivez des trivialités, des évidences, des choses qui devraient, dont on n'aurait même pas besoin de parler normalement, eh bien vous vous rendez compte que dès ce point de départ, eh bien ça coince. Et si ça coince, c'est qu'il y a un énorme travail à faire, très clairement. Et c'est là, j'en reviens à des initiatives comme celle dont on parle aujourd'hui, où on a besoin, parce qu'il faut comprendre la technique, il faut comprendre le droit, il faut comprendre l'aspect sociologique de tout ça. On est vraiment à la croisée de plein de disciplines, et on a la chance en France de pouvoir faire ce travail, d'avoir des compétences dans ces différents domaines. Et on est aujourd'hui à un stade où la voix de la France, c'est pas de l'ego surdimensionné hein, qui s'exprime là, mais je pense que la voix de la France, elle est attendue. La voix de la France, elle n'est pas totalement alignée avec nos grands alliés, notamment de l'OTAN,
On sait ne pas aller trop loin avec eux, même si on sait être solidaire quand ils sont victimes. La Voix de la France, elle a un objectif de paix et de stabilité affiché. Il n'y a pas beaucoup parmi les gros qui affichent ça aujourd'hui. La Voix de la France, c'est une voix qui est respectueuse de valeurs, et notamment de protection de nos concitoyens, des données personnelles. La France, c'est un pays où on n'est pas allé dans l'excès, l'interception de masse, tout ça, pour de très bonnes raisons, probablement. Mais on a su ne pas aller trop loin. Et je pense qu'on peut être assez fier de ça. Toujours rester inquiet. Et c'est parce qu'on est inquiet et vigilant qu'on va pas trop loin, probablement. Mais voilà. Donc, on a un vrai rôle à jouer. En France et en Europe, bien évidemment, mais dans le contexte actuel, la France a un rôle de leader, de pilote en Europe. Donc voilà, c'est un peu tous ces sujets-là qu'il faut qu'on soit capable de travailler ensemble. Cette initiative, elle permet d'apporter sa pierre, voire parfois plusieurs pierres en même temps à cet édifice. Et puis ça nous permet ensuite, alors l'avantage, je me souviens il y a très longtemps quand je faisais un peu de recherche, finalement l'angoisse c'était de trouver des sujets, de trouver des questions, et après c'était la partie facile de trouver les réponses. C'est faux ça, mais bon. De fait, avoir des bonnes questions, je parle aux chercheurs qui sont dans la salle, c'est ça dont on a besoin, c'est des vrais problèmes, hein, des vraies questions. Et donc, c'est dans ce contexte-là où, voilà, nous on a plein de questions à vous apporter. Des questions de droit international, on embête Théodore et Karine avec ça constamment, des questions techniques, des questions industrielles, comment est-ce qu'on va faire, je vous les mets pêle-mêle, l'évolution de l'informatique, pour en prendre un tout petit sujet, hein, le cloud computing, et encore c'est sûrement dépassé déjà de parler de cloud computing. Comment est-ce qu'on fait du cloud computing dans des conditions économiques et sécuritaires acceptables? Beau sujet. Comment est-ce qu'on fait de la 5G dans des conditions économiques et sécuritaires acceptables? Très beau sujet. Voilà, on va avoir plein de sujets comme ça, ils sont déjà là pour certains d'entre eux, et puis à la vitesse à laquelle ça va, tous les ans on en a des nouveaux. Donc il n'y a pas de... Il n'y a qu'un domaine dans lequel je ne suis pas inquiet, c'est que pour ceux qui veulent travailler dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit dans le domaine de la recherche, dans le domaine industriel, dans le domaine de la mise en œuvre, dans le domaine étatique, de toute manière on a du boulot pour... on n'en verra pas la fin. Voilà, je m'arrête là, merci beaucoup pour votre attention, et bravo pour cette initiative. Bon, mille merci, Monsieur Poupart, pour vraiment cet exposé extrêmement riche et stimulant. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de questions et plein de réponses, ou on espère. Donc peut-être qu'on va collecter d'ailleurs une série de questions dans la salle. Si vous avez toujours rêvé de poser des questions à Guillaume Poupart, je pense que c'est le moment. Juste, d'ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire aussi à propos de l'appel de Paris, qui a été effectivement soutenu par 300 États, entreprises, organisations internationales, mais aussi des centres de recherche, des réseaux de recherche. Et j'aimerais dire que le CESIS et le Cyber Security Institute sont parmi les premiers instituts à avoir supporté l'appel de Paris, parce qu'effectivement, cette cybersécurité, c'est vraiment une affaire de tous, et c'est aussi une affaire importante pour les centres de recherche, avec beaucoup de sujets de mémoire et de thèses, je crois, pour l'avenir. Donc, s'il y a des questions à collecter, on va en prendre 3, 4, pas plus, parce que le temps court. Ici. Bonjour, Maxime Puy, c'est Valetti. Je voulais savoir quelle est la position de l'ANSSI sur le phénomène de hackback, les entreprises qui se vengent en attaquant les attaquants, et si vous êtes confronté des fois à cette situation en France. Le hackback, enfin, pour moi, c'est l'archétype des débats qui ne devraient pas avoir lieu. Et le simple fait qu'ils aient lieu, c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Donc le hackback, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette idée qui consiste à dire, je traduis avec mes mots, c'est dit de manière beaucoup plus élégante évidemment, mais de faire le constat que les États ou les institutions ne savent pas protéger les entreprises notamment, et donc dans ces conditions, il faut laisser les entreprises se défendre elles-mêmes, notamment répliquer, contre-attaquer. Dans un pays comme la France, en Europe, avec nos valeurs, ça paraît vite comme quelque chose d'abominable d'autoriser ça. C'est autoriser l'autodéfense, mais dans des conditions non maîtrisées, c'est auto... Dans des pays où, dans certains États, on peut se balader avec un colt à la ceinture, on peut comprendre que ce genre d'idée arrive. Et c'est là où il y a un côté sociologique, probablement, hein, dans tout ça. Non, la position sur l'hackback, elle est très claire.
Et nous, on l'appuie sur des questions techniques, finalement. On ne sait pas qui attaque, en général. À l'échelle des États, on ne sait pas, on n'a pas de certitude sur qui attaque. En général, on finit par deviner, en général, on s'en doute, en général, à qui le crime profite. Enfin bon, il y a plein de faisceaux d'indices qui permettent d'avoir une idée. Par contre, on est également très modeste sur le fait que on sait très bien qu'on peut se faire manipuler. Mettre de faux indices, de fausses traces, et parfois de manière extrêmement subtile, pour faire porter le chapeau à un autre, c'est quelque chose qui se fait très très bien. Les experts à l'ANSSI, moi quand ils viennent expliquer ça, à chaque fois, alors c'est toujours très compliqué, très alambiqué, on parle de mode opératoire, machin truc, tout ça, on parle jamais d'attaquant, et on cite encore moins tel ou tel pays ou tel groupe, parce que, sincèrement, on sait qu'on pourrait très facilement se faire manipuler. Et le gros danger, tout ça pour dire, si à l'échelle d'un État, comme la France, on ne sait pas le faire, c'est pas une entreprise qui va être capable de dire, c'est lui qui m'a attaqué, j'en suis certain, et donc je vais me venger. Au-delà du jugement qu'on peut porter, quand bien même ce serait ça, est-ce que c'est normal de se faire justice soi-même? Donc là, il y a tout un débat, qui à mon avis ne devrait pas en être un, mais bon, admettons. Mais de toute manière, même au niveau technique, de toute manière, en général, on ne sait pas qui attaque, et donc si on laisse se développer ce genre de grande idée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand vous voudrez vous en prendre à quelqu'un, eh bien, vous allez attaquer une autre victime, vous allez faire croire que... on va faire des triangles comme ça, on va faire porter le chapeau à d'autres, et au final, c'est par le hackback que votre cible primaire va se faire taper dessus. Et alors là, c'est le crime parfait. Donc, il ne devrait pas y avoir de débat autour de ça. Je pense que c'est vraiment d'une naïveté incroyable et d'une c'est totalement inconsidéré de faire ça. La question qui va se poser après, c'est une fois qu'on a interdit ce hackback aux acteurs privés, vous avez eu la gentillesse de réduire la question à ça, se pose la question du hackback à l'échelle des États. Et alors là, beaucoup plus de questions probablement, et c'est là où j'ai besoin de juristes en droit international, parce que techniquement on résout pas tout. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être, et puis ensuite. Bonjour, Patrick Blouet, ST Microélectronique. Moi j'avais une question et une remarque. Vous avez parlé effectivement de certification, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est un point qui est vachement important. Mais je dirais, pour une société qui fournit des composants sécurisés et qui veut les mettre à disposition au travers du marché de masse, il faut vraiment des systèmes de certification qui soient certification for dummies. Parce que quand on voit notamment par rapport aux composants qu'on vend sur le marché de masse, il y a plein de gens, la cybersécurité, et à la limite, ils ont peut-être entendu le nom, mais ils ne savent absolument pas ce que c'est. Donc certifier un système qui va utiliser des composants qui ont les fonctionnalités à l'intérieur pour rendre le système secure, ils savent juste pas comment s'y prendre, même s'ils ont envie de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'il rejoint un petit peu le premier point, je pense qu'il faut vraiment faire un travail énorme sur l'ergonomie des systèmes de sécurité, parce que la plupart du temps, les systèmes ils deviennent non secure à cause d'une ergonomie qui est absolument pas adaptée. Puis on a les mots de passe dans le tiroir du bureau, enfin bon, tous les trucs qu'on connaît bien. Voilà. Bon, sur le deuxième point, il n'y a aucun doute là-dessus, même si on part de très très loin. Le système de mots de passe et tout ça, ça marche pas, enfin, on le sait très bien, c'est une faillite totale. Bon, il faut réussir à passer outre, on voit bien que c'est très très compliqué. Mais ce constat, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde. Je pense qu'on le fait collectivement. Et on essaye de sortir de l'époque où la caricature des gens de la sécurité, c'était ceux qui disaient en gros tout ce qui allait pas, voire qui donnaient des recommandations inapplicables, et puis qu'après, on tentait d'expliquer, oui, c'est pas ma responsabilité. On est sorti de là. Enfin, j'espère qu'on est sorti de là. Sur la question de la certification, bien sûr qu'il faut être capable d'expliquer. Mais à un moment, il faut également être capable d'arrêter d'expliquer et d'imposer. Et c'est le rôle d'ailleurs des autorités de régulation de faire ça. Il y a des choses, voilà, on impose que certains systèmes a été évalué d'une certaine manière, voilà, c'est la norme, et les gens, ça leur plaît pas, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc ça, c'est pour les cas les plus graves, je pense qu'il faudra en passer par là de toute manière. C'est le rôle des autorités publiques, quelque part, de protéger nos concitoyens en imposant les choses. Et puis il y a de la pédagogie à faire aussi. Voilà, demander aux gens si c'est bien qu'il y ait marqué CE, qu'il y ait le label CE sur les équipements. Ils ont fini par comprendre, ou ils ont cru comprendre, ils se disent oh, bah oui, bien sûr que c'est bien. Ils ne vérifient pas évidemment qu'il y ait ou quoi que ce soit, mais ça les rassure. Donc on creuse un peu.
je reviens sur les trucs qui m'ont marqué, là, qui ont été révélés récemment, ça rassure qu'à moitié. Mais enfin bon, il y a aussi une éducation de la part des gens. Demander des certificats, demander des assurances, c'est pas forcément être capable de comprendre toute la mamaille qu'il y a derrière, qui est extrêmement complexe, vous la connaissez, hein, si vous travaillez dans ce domaine-là. Et donc c'est le rôle des acteurs privés, c'est le rôle des grands donneurs d'ordre, c'est le rôle des États de faire en sorte de dire, voilà, c'est comme ça que ça doit être, et c'est parce que c'est comme ça, et c'est parce que ça a été certifié que vous pouvez avoir confiance. Ouais, c'est cette bisection un petit peu triviale qui s'établit dans l'esprit des gens. Mais je suis d'accord qu'il y a un gros travail de sensibilisation autour de tout ça. Merci à tous, bonne journée.